Bonjour à tous. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un webinaire Regard Expert avec Jérôme Aurillac comme expert de cette session. Donc ce webinaire, il s'intègre dans le cadre du parcours d'accompagnement de l'incubateur Coexiste, qui est piloté et développé par la Cité de la Solidarité Internationale. Dans ce parcours d'accompagnement, on vous propose en fait un certain nombre d'outils, dont le parcours de formation, un parcours de formation qui vise à monter en compétence sur ce sujet des partenariats ONG-entreprises, c'est-à-dire à comprendre ce que sont les partenariats ONG-entreprises, pourquoi les développer, mais aussi comment les mettre en œuvre sur le terrain. Et notamment grâce à Jérôme Aurillac, qui a réalisé le diagnostic avec nous déjà depuis 2019, on a pu identifier justement de votre part, ONG Entreprises, un manque de méthodologie sur ce sujet des partenariats ONG Entreprises et sur comment les développer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on développe aussi un certain nombre de webinaires, notamment ce webinaire Regard Expert, qui a pour vocation de répondre à vos questions. Questions qui peuvent être des questions plutôt méthodologiques, théoriques ou des questions très terrain sur vos propres projets de partenariat ONG entreprise. Et aujourd'hui, en particulier, on va avoir un format qui sera finalement un peu entre de la formation et un webinaire de sensibilisation, puisque ce format aujourd'hui est spécifiquement basé sur vos questions, des questions que vous avez posées en amont de ce webinaire, qui sont très variées, qu'on a organisées par thématique de questions. On vous les présentera un petit peu plus tard. Et donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est que Jérôme Aurillac réponde à une grosse majorité de vos questions. Il y a beaucoup de questions, donc il va prendre le temps de répondre à une grosse majorité de ces questions pendant une bonne demi-heure. Et puis ensuite, on ouvrira la parole à d'autres questions que vous auriez pu avoir suite aux explications de Jérôme, ou alors à des questions plus précises qui n'auront pas été partagées, évoquées pendant les explications de Jérôme. Juste un petit point technique avant de laisser la parole à Jérôme Aurillac. Alice, du coup, Zaglia, qui est stagiaire à la Cité de la Solidarité Internationale, vous donnera la parole dans une grosse demi-heure, c'est-à-dire que vous aurez un message qui apparaîtra sur votre écran, qui vous demandera de donner accès à votre son. On vous demandera du coup de valider ça et cela vous permettra en fait de lever la main pour poser vos questions et à ce moment-là, vous pourrez activer votre micro et poser votre question en direct à Jérôme Aurillac. Donc, il vous donnera la parole au fur et à mesure dans une grosse demi-heure pour vos questions plus précises suite aux explications de Jérôme. Voilà, je ne vais pas prendre plus de temps sur cette introduction et maintenant, je laisse Jérôme Aurillac répondre à l'ensemble de ces questions sur les partenariats ONG Entreprises. Bonne session de webinaire. Alors, eh bien, bonjour à tous et à toutes. Donc, je ne sais pas si vous me voyez, si vous m'entendez bien. En tout cas, on a sous les yeux classé l'ensemble des questions qui ont été posées en amont de la session pour essayer de leur donner un peu un fil conducteur. Donc, le défi de la demi-heure qui vient, ça va être de tenter de répondre le moins évasivement possible aux questions que vous avez posées. Donc, on peut démarrer tout de suite sur finalement un peu la base. Pourquoi un partenariat ONG-entreprise? Alors, qu'on soit une ONG ou une entreprise, un partenariat, ça doit s'inscrire dans une démarche relativement logique qui est d'améliorer d'une façon ou d'une autre les missions et l'efficacité de ce qu'on fait sur le terrain ou j'y viendrai peut-être un peu plus tard dans les typologies de partenariat sur des aspects plus réglementaires ou normatifs. Mais en tout cas, l'idée d'un partenariat, c'est qu'on a identifié un manque, un besoin d'un côté ou de l'autre et qu'on pense qu'une ONG ou une entreprise peut être en mesure d'apporter une réponse à ce manque. Toute la question qui va suivre, c'est à quelles conditions, évidemment, on accepte, et les uns et les autres, cette collaboration sur la base d'un besoin qui a été identifié. Je ne sais pas si on peut passer le slide suivant, en fait,
peut-être, et le dérouler complètement, comme ça va être plus simple. Donc, les intérêts et les objectifs d'un partenariat, c'est vraiment ceux-là. C'est si vous n'avez pas identifié un besoin commun, ça va être difficile de structurer ou même d'imaginer un partenariat. Alors, évidemment, ça peut être un besoin financier pour l'ONG et ça peut être une capacité ou une envie de faire du mécénat pour une entreprise, hein, si on reste sur les choses très basiques. Euh, Après, quelles sont les capacités des entreprises à ouvrir un marché ou à soutenir une ONG aux côtés de leurs fournisseurs? Alors, c'est une question qui est très spécifique. Elle pourrait nécessiter qu'on y passe beaucoup de temps pour parler des partenariats qu'on qualifie dans la chaîne de valeur des entreprises. C'est souvent ce qu'on va observer dans des ONG qui ont une expertise particulière sur des filières, par exemple. Euh, je ne sais pas, vous êtes une entreprise qui fait des produits agroalimentaires. Vous vous rendez compte que une partie de vos fournisseurs dans la chaîne de valeur, que ce soit des logisticiens, des grossistes, jusque, pourquoi pas, des acteurs de la grande distribution, peuvent être sensibles à votre discours de marque sur la responsabilité que vous mettez dans le sourcing, dans le traitement des agriculteurs avec lesquels vous travaillez et par le fait que vous travaillez sur le terrain avec parfois une ou plusieurs ONG qui vous aident justement à apporter une plus-value sociale ou environnementale aux agriculteurs en question. Donc, je ne peux pas répondre à la question quelles sont les capacités des entreprises à ouvrir un marché. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que dans certains cas, j'y viendrai après sur les exemples avec par exemple des ONG comme AVSF ou AgriSud ou le GRET ou le CIRAD, enfin, qui est plus un centre de recherche, mais qui a quand même une grosse activité développement. En fait, on s'aperçoit que les expertises aujourd'hui de ces ONG, ces expertises qui datent d'il y a maintenant 20, 30 ans, autour de la question de mieux traiter les questions agricoles, de mieux intégrer la question de la production agricole à celle des enjeux sociaux, ou sociétaux ou environnementaux. Bah, aujourd'hui, ça intéresse en fait les marques et les industriels. Donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une opportunité de marché si on prenait que l'aspect agro, et c'est vrai dans d'autres secteurs, hein, mais si on prenait que l'aspect agro, il y a des opportunités de marché. Donc, c'est à la fois aux entreprises et aux ONG de voir comment agripper ces opportunités et trouver chacun sa valeur ajoutée pour faire avancer les sujets, sachant que, pour conclure là-dessus, les partenariats dans les chaînes de valeur ne peuvent fonctionner que si le projet de l'ONG, en fait, éventuellement au démarrage est financé par du mécénat, mais vient prendre une autonomie ou vient créer sa durabilité grâce à la valeur ajoutée apportée dans la chaîne de valeur et donc à l'économie ou aux économies qui sont créées dans le système et qui le rendent autonome. Un exemple, quand AgriSud International fait de la formation au maraîchage agroécologique, organise des coopératives de producteurs pour vendre sur les marchés locaux et imaginer valoriser le surplus auprès de partenaires locaux de l'industrie du tourisme. L'idée, c'est que le coût de la formation et de l'accompagnement est lui souvent financé par du mécénat, voire du cofinancement avec des bailleurs type AFD ou autres. Mais au bout de 3 ou 4 ans, en fait, les revenus générés par les activités agricoles et les activités économiques autour des activités agricoles prennent le relais du financement en fait, par le mécénat. Donc, il y a des opportunités de marché aujourd'hui sur le mieux sourcé, sur le mieux distribué, sur une plus grande valeur ajoutée sociale et environnementale des produits en général, parce que c'est à la fois une demande des consommateurs et aussi une demande de plus en plus forte de la norme et des règlements. On peut aller à la page suivante.
Alors, ça, c'est la partie la plus dense, finalement, si on voulait. On pourrait passer là aussi une journée dessus. Quel type de partenariat concret peut-on mettre en place en dehors d'une relation commerciale? Alors, il faudrait définir ce qui est le mot commercial. Je ne sais pas si la personne qui a posé la question peut le préciser dans le chat. Euh, des partenariats, en fait, on peut citer, je vais vous citer sans doute une bonne dizaine de typologies de partenariats potentiels en dehors du mécénat. En fait, en prenant le spectre de tout ce qui peut être observé aujourd'hui, donc le mécénat, on va dire que c'est une relation bilatérale, bien comprise et organisée par la loi, la fiscalité. Vous avez un projet qui me plaît, je vous donne de l'argent, vous me donnez un reçu fiscal et on n'en parle plus. Euh, Si on veut développer, on peut parler des projets dans la chaîne de valeur dont j'ai fait mention juste avant. Donc, c'est un autre type de partenariat concret qu'on peut mettre en place. On peut devenir, en tant qu'ONG, un partenaire qui délivre des formations, un partenaire qui partage de l'expérience, parfois qui vend du conseil. On peut être un partenaire qui labellise, par exemple. Alors, dans le développement, vous avez je vais vous donner des exemples qui sont transposables parce que je les ai déjà vus. Il me semble d'ailleurs, je ne sais pas si c'était à VSF ou d'autres, mais à des plus petites échelles. Mais par exemple, quand Volvic va chercher le label de l'UNICEF pour dire chaque bouteille d'eau vendue, il y a une partie qui repart à financer des projets d'accès à l'eau et de vaccination des gamins, financés enfin, pour des ONG financées par l'UNICEF. C'est des produits partage, donc on l'a vu à des grandes échelles comme celle-ci et des grandes marques ou des grandes structures, mais aussi à des structures plus petites qui vont permettre de financer de la reforestation, que sais-je, de la formation, de l'appui juridique pour des femmes entrepreneuses. Donc, produit partage, ça marche aussi. On a dit le conseil, la formation, les partenariats dans la chaîne de valeur. On peut imaginer aussi des partenariats de plaidoyer pour faire changer les lois ou la norme. On a vu des coalitions se monter, mais aussi des organisations un peu dont ce n'est pas forcément le métier, ou en tout cas la stratégie, comme Greenpeace dans certains pays, en Australie par exemple, qui s'est associé à des entreprises qui fabriquaient du papier, notamment du papier toilette, pour faire pression sur les députés et changer la loi pour rendre le papier toilette recyclable. C'est un exemple. Évidemment, il n'est pas forcément adapté à des toutes petites structures, mais c'est pour vous dire l'étendue des possibilités. On a aussi après des partenariats qui peuvent, eux, déboucher sur de la création de projets ou de structures communes. Donc, imaginez créer une entreprise sociale, par exemple. Ça a été le cas de Danone, de Veolia, de Engie et d'autres grandes entreprises françaises ou internationales qui, dans les années 2008-2015, ont financé pas mal d'expérimentations et mis beaucoup de moyens pour développer ce qu'on appelle des social business, donc des structures dont juridiquement souvent la forme est une entreprise, mais avec un objet central qui est social, dont l'actionnariat est en général à part égale entre l'entreprise et l'ONG, voire parfois des bailleurs de fonds internationaux. Exemple, SOS Sahel qui a développé tout un projet qui s'appelait Acacia en Afrique subsahélienne, qui consistait à accompagner, donc Danone finançait au démarrage l'accompagnement de coopératives de femmes pour la collecte et l'organisation de la distribution et de la vente de gomme d'acacia, dont Danone était un des principaux acheteurs pour mettre dans ses yaourts. Projet qui, compte tenu de son succès, puisqu'il permettait aussi de replanter et de reboiser des zones désertifiées, d'organiser et de générer des revenus pour des coopératives de femmes. Donc, ça avait tout un tas d'impacts sur évidemment d'autres aspects de la vie sociale de ces communautés. Projet qui a été ouvert dans son capital et dont la Banque mondiale a convaincu des investisseurs de venir prendre le relais de Danone une fois qu'il a été validé. Donc voilà, ça fait
quelques exemples. On pourrait en trouver d'autres, hein, sur de la logistique, sur du microcrédit, que sais-je, mais tout ça pour vous dire qu'il y a énormément de possibilités, que ce soit des choses très complexes du point de vue juridico-économique, comme ce que je viens de vous décrire, à des choses très simples qui vont jusqu'à la sensibilisation, par exemple, des consommateurs ou de communautés locales, dans les grands magasins, les petits magasins, que sais-je. On peut imaginer des partenariats avec une ou plusieurs entreprises dès l'instant qu'on a bien déterminé ce que je disais en introduction, c'est-à-dire pourquoi on en a besoin, en fait. Est-ce que ça nous permet de mieux répondre à notre mission quand on est une ONG? Mieux répondre, c'est-à-dire de façon plus efficace, de façon plus large, de toucher plus de gens. Et quand on est une entreprise, est-ce que ça apporte une vraie valeur ajoutée à notre démarche, au-delà de la communication? Mais un partenariat de communication est tout aussi valable dès l'instant qu'il est bien réfléchi et que tout le monde est d'accord sur ses tenants et ses aboutissants. On peut aller à l'étape d'après. Alors, comment identifier le bon partenaire? Des méthodologies, il y en a plein, hein. Après, il y a le bon sens qui prend toujours le pas sur le reste. Ce que je pourrais vous dire, c'est que moi, la manière dont je m'y prenais quand j'étais missionné pour ce type d'activité, que ce soit par des ONG ou des entreprises, c'est de cartographier en fait des acteurs. Donc, ça veut dire d'abord comprendre pourquoi j'ai besoin d'un partenaire, donc quelle est la spécificité, la compétence ou les moyens ou les ressources dont j'ai besoin. Et en fonction de ça, de cartographier les acteurs qui sont en mesure, sur le papier, de me les apporter. Donc, si je suis une entreprise qui fait, je ne sais pas moi, de l'accès à l'énergie dans les zones enfin, off-grid, un peu partout dans le monde, et que je commence à me développer dans certains pays euh, à bas revenus, mon modèle économique va forcément être peut-être un peu différent. J'ai peut-être une connaissance un peu moins précise des modes de consommation, des modes d'usage, et je n'ai pas forcément les compétences ou la capacité pour observer réellement comment le terrain et les communautés pourraient accueillir mes produits ou mes services. Bon, bah, je pourrais identifier une association, une ONG de développement qui a une connaissance ou qui est en capacité de m'apporter ces connaissances sur les enjeux culturels, sociaux, sociétaux de la zone dans laquelle j'ai envie de développer des affaires. Donc, je vais aller regarder chez Coordination Sud s'il y a des ONG qui ont peut-être cette expertise sur Internet. Je vais aller poser des questions à l'AFD. Je vais poser la question à des ONG de savoir si elles travaillent avec des ONG locales, par exemple, pour les identifier. Je vais poser la question parfois aussi à des universités locales qui sont souvent bien connectés avec les acteurs du développement, parce qu'il arrive assez fréquemment qu'il y ait des projets de recherche ou de l'observation ou des collaborations entre la recherche et le terrain. Et tout ça, ça va me donner une première liste assez large d'acteurs que je vais après essayer de classer en fonction d'un certain nombre de critères. Est-ce qu'ils sont transparents dans la manière dont, si je prends les ONG encore une fois, dont ils communiquent leurs résultats ou leurs actions? Est-ce que je comprends ce qu'ils font? Est-ce qu'ils sont joignables? Est-ce qu'ils parlent ma langue? Est-ce qu'ils ont d'autres partenaires sur lesquels je pourrais éventuellement prendre des références? C'est un peu comme faire la sélection d'un candidat qu'on veut embaucher, quoi. Et même chose pour les entreprises, quand on est une ONG et qu'on veut travailler avec elles, bah, est-ce que l'entreprise, quelles sont les entreprises qui travaillent dans un secteur donné? Donc là, je me réfère aux chambres de commerce, aux postes d'expansion économique, etc. Je regarde celles qui ont des compétences potentielles qui pourraient m'intéresser. Et puis, éventuellement, celles qui pourraient avoir des controverses, c'est-à-dire des débats sur leurs activités, la manière dont elles ont de faire les choses, peut-être des articles qu'on a vus dans la presse qui ne sont pas forcément positifs, etc. Là aussi, ça me permet de les classer. Et puis, des deux côtés, il y a toujours un travail commercial avec beaucoup de guillemets autour à faire, c'est-à-dire qu'il faut appeler les gens. Et puis, c'est une manière de faire monter son niveau de compétence et de connaissance de l'autre monde. Appeler, les rencontrer. Donc, c'est un petit investissement en temps, mais qui vous fait gagner énormément de temps sur la suite. Déjà parce que ça vous permet d'avoir une idée plus concrète
entre la théorie que vous avez glanée et puis la pratique, c'est-à-dire les échanges que vous allez avoir, ceux avec lesquels vous avez l'impression que ça passe bien, ceux avec lesquels vous ne savez pas. La rencontre est évidemment le plus important. Et puis, c'est comme ça que se créent les premiers éléments d'une relation de confiance. Donc, voilà comment moi je m'y prends pour le faire. Et puis, est-ce qu'il y a une spécificité pour les projets de neutralité carbone? Pas à ma connaissance. Sur la neutralité carbone, c'est comme c'est un sujet qui est un peu, on va dire, en dents de scie et qui est pile à la jonction entre les deux mondes depuis maintenant presque 20 ans. Il y a pas mal d'acteurs qui se sont structurés, regroupés. Les entreprises sont parfois, quand elles sont soumises à des lois qui les obligent à baisser leurs émissions, très intéressées à développer des partenariats. Alors, Danone a développé un projet et un fonds d'investissement qui s'appelle Écosystème, enfin qui a peut-être changé de nom entre-temps, mais qui s'appelle Écosystème et qui consistait à financer des projets d'ONG qui replantaient des mangroves et autres projets qui permettaient de capter du carbone et d'obtenir des crédits pour du coup neutraliser les émissions qu'eux ne pouvaient pas réduire. Il y a évidemment d'autres entreprises qui font des choses comme ça, mais c'est un sujet presque de spécialiste parce qu'il y a le marché derrière, il y a le fait de faire labelliser et garantir les crédits et tout ça, mais je ne crois pas qu'il y ait une démarche plus spécifique pour la neutralité carbone que pour, par exemple, je suis à la recherche de capacités logistiques pour distribuer des produits de compléments alimentaires au Bénin. Euh, Comment aborder les entreprises pour une... Bon, bah, ça, c'est ce que je vous ai expliqué un petit peu avant. Je pense qu'il faut d'abord se faire une idée du marché et puis aller trier en fonction de ses critères de choix celles qu'on a envie de rencontrer et de connaître. Évidemment, des propositions de collaboration ne peuvent naître que d'une rencontre et d'échanges préalables. Est-ce qu'il faut proposer un projet finalisé ou co-créé? Je ne sais pas s'il y en a un qui est plus intéressant que l'autre. La co-création, c'est souvent une promesse non réalisée d'expérience. J'ai déjà vu des projets co-créés, mais c'est vrai que dans leur majeure partie, ceux que j'ai observés, la co-création, c'est plutôt de dire on discute ensemble, mais il y a toujours soit une base plus forte d'un projet d'ONG qui est déjà en place et qu'on va essayer de passer à une autre échelle, ou alors un projet de l'entreprise qui va nécessiter un accompagnement. Les projets co-créés de A à Z, ils sont assez rares. Celui que j'évoquais tout à l'heure de SOS Sahel, avec ce fonds-là de Danone, il avait un intérêt, c'est qu'ils ont poussé l'idée de la co-création tellement loin que pendant toute la phase de préparation et de développement du projet, la personne en charge du projet chez Danone avait un bureau chez SOS Sahel et la personne en charge du projet chez SOS Sahel avait un bureau chez Danone. C'est symbolique, mais c'est aussi pratique, c'est-à-dire que ça leur permettait d'interagir de façon beaucoup plus naturelle et fluide qu'en ayant des comités de pilotage, etc. Ils étaient devenus collègues pour ce projet. Et c'est vrai que ça avait plutôt permis au projet de bien fonctionner et de dépasser des difficultés. Quand vous avez un projet finalisé, c'est-à-dire un projet déjà en cours ou un projet déjà bien cadré, l'entreprise va souvent venir en cofinancement ou en mécénat. Donc, ça laisse pas énormément de place à la créativité et d'espace pour imaginer des mobilisations de ressources un peu différentes. Si j'ai envie de demander à l'entreprise de me donner de la compétence ou éventuellement de me libérer, je ne sais pas moi, de l'espace de stockage en ligne ou alors de l'espace de stockage dans des entrepôts ou alors des camions pour du transport, que sais-je. C'est toujours mieux d'imaginer un projet ensemble sur le papier, mais parfois, une entreprise, quand elle démarre des partenariats, va être plus rassurée de s'accrocher à un projet déjà bien ficelé pour une question de prise de risque et éventuellement, on va voir que plus la maturité de l'entreprise grandit en partenariat, et pareil pour l'ONG, plus on va avoir tendance
quand on a un partenaire avec qui on sent qu'on peut faire quelque chose, à vouloir développer quelque chose de spécifique. La question de fond sur un projet spécifique, c'est est-ce qu'il est légitime? C'est-à-dire, est-ce qu'il est là uniquement pour apporter de l'argent et éventuellement une bonne conscience ou une amélioration de compétences ou de capacités commerciales ou et de l'autre côté, est-ce que les parties prenantes du projet, c'est-à-dire ce qu'on appelle les bénéficiaires, les communautés, etc., est-ce qu'eux sont d'accord pour que ce projet existe, puisque finalement, ils ne l'ont peut-être pas forcément demandé. Donc, c'est aussi des questions importantes à se poser très en amont. Les dispositifs, bon, je les ai en partie abordés, hein. Pour un partenariat, la question financière, elle va se poser effectivement à deux niveaux. Le premier, c'est est-ce que l'entreprise a une capacité de défiscalisation qu'elle utilise ou pas? Et si oui, quel type de collaboration peut entrer dans ce champ? En France, c'est quand même relativement bien bordé d'un point de vue fiscal et pratique, donc ce n'est pas très compliqué de poser la question à l'entreprise et de voir de mixer du mécénat défiscalisé, puis pourquoi pas du sponsoring qui lui n'est pas défiscalisé ou du partenariat pur qui n'est pas défiscalisé, voire de l'achat de prestations, puisque en tant qu'association loi 1901, il y a une partie évidemment du budget global qui peut être, sans remettre en cause ni l'intérêt général, ni le statut de l'association, ni sa compta, une partie de votre budget qui peut être dédiée à de la prestation de services. Donc, ça peut être de la formation, ça peut être, pourquoi pas, du conseil et de l'expertise. Il y a beaucoup de bureaux d'études associatifs, notamment dans le développement, qui fonctionnent comme ça, qui vendent des études notamment. Comment convaincre l'entreprise de s'investir concrètement et pas seulement dans une logique de greenwashing? Alors la question là, je ne sais pas qui l'a posée, mais ça partirait du principe que les entreprises s'investissent essentiellement pour faire du greenwashing. Le greenwashing, la com n'est pas toujours négative, hein. En fait, une bonne communication entre une ONG et une entreprise sur un projet, ça peut servir aussi l'ONG. Il ne faut pas oublier, on peut rester hyper humble, c'est-à-dire que à l'exception des très grandes entreprises cotées en bourse pour qui le risque de réputation est un enjeu financier phénoménal, les risques de collaboration et de communication sur des collaborations entre des ONG et des entreprises de taille plus raisonnable, voire pas forcément avec des marques ou des réputations qui valent des milliards, sont beaucoup plus limités. Donc, la question plutôt que je retournerais, c'est se donner la capacité, quand on est dans une collaboration, dès le démarrage, de savoir à quelles conditions on en parle. Donc, il est toujours bon de parler des partenariats, même pour l'ONG, parce que ça permet on utilise la capacité de communication de l'entreprise pour se faire connaître par des gens qui ne nous connaissent pas. Donc, c'est vraiment du donnant-donnant. Pour que l'entreprise s'implique concrètement, si elle ne fait pas du mécénat, on va dire, à distant, je pense qu'encore une fois, il faut revenir aux étapes d'avant, c'est-à-dire trouver les bons leviers, c'est-à-dire qu'est-ce qui va intéresser l'entreprise dans un projet. Est-ce que c'est son meilleur ancrage local? Est-ce que c'est une meilleure relation avec les communautés et les décideurs locaux? Est-ce que c'est les deux? Est-ce que c'est l'expérimentation d'un système de distribution ou de conception de produits ou de services nouveaux, bancaires, assurantiels, téléphoniques, énergétiques, agricoles, que sais-je? Donc, je pense que l'entreprise s'investit dès l'instant qu'elle trouve un intérêt. Et l'intérêt, s'il est uniquement en communication, parfois, en fait, c'est déjà bien. Mais c'est rarement suffisant pour en faire un partenariat qui devient très satisfaisant dans le temps. C'est un peu la cerise sur le gâteau, la communication. En fait, un partenariat ne fonctionne pas parce qu'il est communicant ou parce qu'on le fait communiquer. D'abord, il doit fonctionner. Alors, mieux se comprendre. Je suis désolé, je passe un peu vite. J'ai vu, n'y a-t-il pas un budget minimum pour un projet? Je ne crois pas. En fait, la question corollaire du budget, c'est quelles ressources on mobilise. C'est-à-dire, est-ce que ça vaut la peine pour 5 000 € d'aller bouger des gens dans des réunions, de faire des trajets aller-retour, de imaginer des choses, etc., si c'est pour des toutes petites sommes. Ça, c'est à chacun de voir.
à quelles conditions ils souhaitent développer des partenariats. Des grandes ONG avec des marques très installées vont fixer des minimums en général avant de commencer à discuter. Mais pour des ONG de taille plus raisonnable, en fait, je pense que l'important, c'est que ça ne coûte rien. Donc, s'il s'agit de passer 3-4 réunions, quelques heures ou quelques jours à élaborer un projet de partenariat, etc., c'est un investissement qui sera toujours utile pour la suite. Donc, le ratio temps-argent, moi, je pense qu'à minima, ça doit rien coûter. Et si ça ne coûte rien et que ça se déclenche, vous avez acquis une expérience, vous allez développer des réflexes et du coup, la fois d'après, ça sera plus rentable ou alors vous allez pouvoir faire grandir le partenariat. Je vous donnerai un exemple juste après. Comment partager les valeurs humanistes avec une entreprise à but commercial en, en parlant. Je vais vous donner un exemple que j'aime bien, je le reprends souvent, c'est celui d'AgriSud International qui travaillait avec une laiterie à côté d'Orléans, qui est une grande laiterie française. Et en fait, le patron de la laiterie avait entendu un jour le patron de AgriSud parler dans une conférence et lui avait dit: «Ah, mais moi j'aimerais bien faire des choses avec vous, mais je ne sais pas trop quoi. Vous êtes des agriculteurs et des formateurs d'agriculteurs dans des pays étrangers. Nous, on est des agriculteurs en France. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ?» Et ben, en fait, ils ont imaginé ensemble un truc à plein de niveaux qui permet de partager les valeurs de l'ONG au sein de l'entreprise et aussi de faire grandir l'intérêt de l'entreprise pour le travail avec l'ONG. Au départ, tout simplement, AgriSud a proposé à l'entreprise de donner un peu d'argent pour développer des projets. Et puis, l'année suivante, ils sont venus faire un compte-rendu des projets financés pendant 2 heures dans une grande salle que l'entreprise avait mise à disposition. Et symboliquement, l'usine s'est arrêtée pendant 2 heures et tout le monde, y compris le gardien de l'usine, a participé à la restitution d'AgriSud, ce qui a permis déjà à tout le monde de comprendre en fait ce que faisait l'ONG avec l'argent de l'entreprise. Et puis, autre symbole, le patron a dit à l'ONG: pour l'année prochaine, en fait, on va vous donner l'équivalent des 2 heures de production qu'on a arrêtées. Ça va être notre chèque. Donc, on va vous donner un chèque. Et puis, ce qu'on aimerait, à la demande des salariés, c'est par exemple qu'on tire au sort, indépendamment des fonctions et des métiers, on va tirer au sort 2 ou 3 personnes qui vont venir voir le projet qui a été financé avec l'argent de l'entreprise et qui feront le compte-rendu avec vous l'année prochaine. Voilà comment, en fait, on peut développer des langages communs, des collaborations, partager ces valeurs. En fait, c'est en s'ouvrant et en ouvrant les possibilités aux autres de comprendre ce qu'on fait. Ce n'est pas toujours écrit sur la tête de quelqu'un qui fait du développement, qu'il a des valeurs humanistes ou pas. Et c'est la même chose du côté des boîtes. Je pense que ça entre vraiment dans le champ de la discussion initiale, de voir si on est calé ou pas. Il y a ce que dit l'entreprise publiquement et puis il y a ce qu'elle dit en privé et ce que disent ses dirigeants ou ses salariés. Et c'est important quand on veut travailler avec l'un ou l'autre de comprendre en fait comment ils se positionnent. Le langage commun, pour répondre à la deuxième question, il vient aussi à travers ces moments d'arriver à finalement décrypter. Il y a plein de méthodes, on en a certaines qu'on verra dans les formations qu'on va développer, mais les entreprises ont un langage pour parler des mêmes choses que les ONG qui parfois heurtent certains salariés des associations et inversement. Et en fait, je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de points communs, hein. Tout le monde vise quand même à faire son travail correctement. Tout le monde vise à développer quelque chose directement ou indirectement, c'est-à-dire à une vision positive du développement. Après, les croisements sémantiques ou les langages autour des projets ne sont pas très compliqués à déterminer. Un très bon exercice, c'est de développer, par exemple, un vocabulaire commun et de se dire, quand on parle, par exemple, une entreprise parle d'un client, pour une ONG ou dans le langage du développement, on dit bénéficiaire souvent. En fait, c'est pour parler des mêmes personnes, mais ce n'est pas forcément avec le même regard. Donc, comment on les intègre et comment on intègre aussi les bénéficiaires des projets dans la définition du langage commun. Je pense que c'est très important de ne jamais se couper de la légitimité du projet
qu'on va développer dans le partenariat, notamment vis-à-vis de ceux qui vont le recevoir. Comment s'assurer de la compatibilité des partenaires? Le bon sens, surtout la convergence des intérêts doit être quand même le premier point, et puis après la convergence des valeurs. Il faut que les deux soient au bon niveau, sinon ça foire à un moment ou à un autre. Comment concilier de façon opérationnelle des manières de travailler en homme, moi, avec un coût associé? Bon, ça se met sur le papier dès le départ. En fait, je pense qu'il faut défantasmer toutes les questions d'argent, de budget, etc. dès le début. Une entreprise est totalement équipée pour comprendre que ça coûte de l'argent de faire travailler des gens. Et une ONG est totalement équipée pour comprendre qu'une entreprise a des impératifs, sinon de rentabilité, au moins d'efficience dans ce qu'elle développe comme projet. Donc, je pense que ça se traite là aussi dans les phases initiales pour éviter que ça devienne un sujet si le projet se développe bien, en fait. Il vaut mieux passer plus de temps à élaborer que de se lancer tout de suite sur la base d'une intuition dans une collaboration et finalement se retrouver bloqué parce qu'on n'a pas traité ces questions opérationnelles, ce langage, cette manière de dire les choses et de rendre tout le cadre du projet transparent dès le départ. Je souhaite travailler avec des ONG spécialisées dans le dépistage des maladies. Comment créer des partenariats sur le long terme? Vraiment en restant sur cette idée des convergences d'intérêts et de valeurs. À mon avis, vous avez tout à fait… si vous avez une offre de service, soit vous devenez prestataire des ONG, donc c'est un autre type de relation. On n'est pas vraiment dans le partenariat, on est dans une collaboration financière, économique, ce qu'on veut. Si par contre vous voulez associer les ONG au test de vos outils et à leur déploiement, et peut-être imaginer, là j'aurais tendance à faire un peu comme dans les années 2010, à imaginer peut-être un projet commun ou une structure commune de déploiement de vos outils de dépistage, etc. Je pense que le long terme ne vient que si la confiance et l'intérêt, la validité de la collaboration est déjà observée sur une expérimentation. En fait, à partir d'une expérimentation, vous pouvez imaginer des phases de passage à ce qu'on appelle l'échelle, qui n'est pas un mot que j'apprécie particulièrement, mais en tout cas de déploiement plus important. Des partenariats sur le long terme, ça ne peut marcher que quand on a prouvé que l'expérimentation était valide. Ensuite, cadre juridique, je vois qu'on avance dans le temps. Vous voyez, c'est un défi de répondre à toutes les questions de façon un peu rapide et concrète, mais faut-il un contrat en bonne et due forme? Alors, oui, nécessairement, et c'est même pas pour la question juridique, c'est beaucoup plus parce que quand on formule un contrat, on est obligé de discuter, de négocier, de se mettre d'accord. Et en fait, ça revient à la slide d'avant pour développer le langage commun. En fait, la négociation est le meilleur outil pour évacuer dès le démarrage les incompréhensions, les non-dits, etc. Et évaluer aussi la capacité du partenaire à aller vraiment s'engager. Donc oui, il faut un contrat et c'est plus le chemin qui amène au contrat qui est important que le contrat en tant que document, puisqu'on peut pas… on peut se donner des objectifs, mais on se donne rarement des obligations quand on fait un partenariat volontaire. Des obligations au sens juridiquement pénalisable. Il y a une petite question. Les ONG résonnent également au coût RH. C'est aussi ce qu'elles facturent au bailleur? Non. Oui, parfois, ouais, tout à fait. Ouais. Dans la mise en place d'une convention, quels sont les points importants à identifier et écrire? Alors là, c'est peut-être l'exercice est trop précis là pour prendre du temps, mais pour faire simple, il faut un cadre de projet qui soit très clair. Il faut des engagements des deux parties qui soient très clairement identifiés, que ce soit sur les ressources notamment et sur le calendrier.
Ressources, ça veut dire quel argent, quelle personne je mets à disposition du partenariat pour que le projet se fasse dans les meilleures conditions de chaque côté. Sous quelle forme juridiquement encadré? Il n'y a pas de forme, c'est un contrat volontaire entre deux organisations. Donc, c'est ce qui s'appelle des contrats sous seing privé en France. Mais ça peut être une convention, ça peut être un contrat. Le mot est peut-être un peu fort, je dirais plutôt une convention. Parce que souvent, selon les montants en jeu, si les montants sont très importants, on peut ajouter là une dimension juridiquement contraignante. Mais souvent, quand même, ce sont des collaborations volontaires. Donc, on met plutôt des engagements, des moyens et on essaye de s'y tenir. La convention fait objet un peu de guide et de fil conducteur pour le calendrier de développement du partenariat et le règlement des litiges éventuels et des obligations des uns et des autres. Les partenariats sont considérés comme des mariages malheureux. Ah oui. Les bases d'un mariage heureux, je vous les ai données, hein. Moi, je vois plutôt les partenariats comme des mariages heureux parce qu'ils permettent de faire progresser, même s'ils ne sont pas couronnés de succès, ils font progresser dans la connaissance de l'autre. Donc, ils servent toujours à quelque chose. Par contre, les mariages, les conditions du mariage, c'est vraiment convergence d'intérêts et convergence de valeurs. Comment se fait, par exemple, le partage de la propriété intellectuelle? Très intéressant comme question. Je vous donne un exemple qui n'est pas une ONG, qui est une association qui s'appelle l'AFM, en fait, qui est celle qui organise le Téléthon notamment, qui avait développé avec Matra, si je me souviens bien, un siège un peu révolutionnaire pour les personnes atteintes de myopathie. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait deux choses. Déjà, ils ont demandé à Matra voulait faire du mécénat. Ils leur ont dit on peut aller plus loin. Vous êtes spécialiste de l'ergonomie des cockpits, des avions, des voitures. En fait, on a un enjeu pour nos malades, c'est que les fauteuils coûtent cher, ça coûte cher à la Sécu et ils ne sont pas très pratiques. Aidez-nous à développer un truc plus léger, moins coûteux et plus efficace économiquement pour tout le monde. Et en fait, ils ont développé et déposé plein de brevets. Et en fait, le partage aujourd'hui de l'usage des brevets de ce fauteuil est à 50-50 entre l'AFM en termes de royalty et Matra. C'est un exemple, je trouve, très intéressant pour dire que si on crée des choses, qu'on dépose des brevets, on peut décider en fait de la manière dont on les valorise. Il faut qu'il y ait une vraie innovation, mais en tout cas, derrière, il faut que juridiquement, ça nécessite quand même qu'il y ait juridiquement un peu d'accompagnement. On passe déjà dans des partenariats qui sont soit mobilisateurs de beaucoup de ressources financières ou de beaucoup de ressources intellectuelles et humaines. Les facteurs des erreurs à ne pas commettre, les clés de réussite. Il y en a beaucoup, hein, mais si je reste sur les fondamentaux qu'on évoque depuis 3/4 d'heure maintenant, les erreurs à ne pas commettre, surestimer la capacité de l'autre à dépasser des moments difficiles. En fait, un partenariat, ce n'est pas un truc léger au sens où il faut vraiment le construire de façon très rigoureuse et professionnelle parce qu'en fait, on a tendance souvent à y aller un peu la fleur au bout du fusil. Ah, mais non, mais ils sont sympas, ils ont envie de faire des choses avec nous, on adore ce que vous faites, vous allez voir, ça va être génial. Je pense qu'il faut parler un langage très professionnel dès le départ, en fait, d'organisation et de dirigeants ou d'opérationnels et dire voilà, on mobilise de l'argent, on mobilise des gens, on crée des attentes chez les gens qu'on va servir, donc on n'a pas le droit à l'erreur. Donc, ça veut dire qu'on doit être sûr que nos intérêts convergent et qu'on doit être sûr que nos valeurs convergent aussi. Et je pense que les erreurs, elles sont là, de ne pas identifier correctement les intérêts convergents et encore une fois, de façon très importante, les intérêts des gens qu'on va servir. Et les clés de la réussite, c'est la même chose à l'envers. Bien identifier ça et se retrouver sur des valeurs pour être sûr que derrière, on va pouvoir raconter. Éventuellement, si on a des difficultés, on va s'accorder sur le fait que, oui, c'est des difficultés, qu'elles peuvent être surmontées, mais que si elles ne le sont pas, on peut se quitter en se serrant la main, en se disant qu'on a essayé de faire et qu'on a fait le mieux possible. Partenariat pour qu'il soit équilibré.
Mmh. Bah, je pense que il y a toujours quelqu'un qui va dire: «Moi, j'apporte plus de ressources, plus d'expérience, plus d'expertise, je vous apporte des choses» et cetera. Je pense que ça nécessite d'être écrit ou discuté ou négocié. Pour qu'un partenariat soit équilibré, il faut que tout le monde s'y retrouve, et pour que tout le monde s'y retrouve, il faut donner les objectifs dès le départ qu'on souhaite atteindre. Et je pense que c'est équilibré, en fait, si on ne crée pas de frustration, c'est-à-dire si on se tient à ce qu'on a dit qu'on allait faire en termes d'engagement financier, humain, matériel, à ce qu'on a dit qu'on allait faire en termes de déploiement du projet. Après, les résultats, on n'est pas tenu aux résultats, mais quand même, on a des bénéficiaires ou des clients en face ou des populations, des communautés locales qui ont des besoins, elles. Et je pense que c'est l'équilibre entre les trois, en fait, pas uniquement entre les deux parties prenantes. Il faut vraiment que les gens qui reçoivent les projets soient intégrés dès le départ, parce que parfois, ils n'ont rien demandé. Ou parfois, ils ont besoin d'autre chose que ce que l'entreprise et ou l'ONG imaginent. Et c'est toujours bien de poser la question, voire de les intégrer à une gouvernance commune. Et peut-être qu'une des conditions, c'est de créer des systèmes de gouvernance de projet qui comprennent à la fois les gens en charge chez l'entreprise et l'ONG, mais aussi d'intégrer des représentants, des gens qui reçoivent le projet, que ce soit des institutions, que ce soit des communautés locales ou que sais-je. Et les étapes et les bonnes pratiques à suivre, moi, je pense qu'on a pas mal défriché le cheminement, mais c'est vraiment toujours se poser la question de pourquoi on fait ça, pourquoi, pour qui, et après avec qui, dans quelles conditions. Euh, Ne pas oublier peut-être d'évaluer le projet en permanence, c'est-à-dire pas forcément de créer des usines à gaz, mais d'être en capacité de corriger et d'écouter et de voir la satisfaction de l'ensemble des parties prenantes de façon régulière. Et donc de faire toujours un point avant de développer le projet, de mesurer l'évolution du projet pour pouvoir le corriger et ex post de faire une analyse qui du coup est plus cohérente plutôt que de dire on a bossé pendant 4 ans mais on s'est planté, quoi. Financer son projet et après approche du terrain. Alors, bah, il y a pour les partenariats, il y a des financements qui existent qui sont pas mal suscités ou recommandés par les grands bailleurs internationaux dans le cadre du développement. L'AFD en fait partie, mais pas que, la Banque mondiale, le PNUD, tous les bailleurs multilatéraux poussent pour, sinon du cofinancement, mais aussi des collaborations. Alors l'AFD a un truc qui s'appelle tout ce qui est les business sociaux, alors je ne sais plus le mot exact, mais bon, un truc qui ressemble. Donc il y a quand même une forme d'appétit du côté des bailleurs multilatéraux. Après, le mécénat, est-ce qu'il est toujours adapté? Parfois, parfois pas. Les entreprises peuvent débloquer des budgets ad hoc pour expérimenter des choses. Ça arrive aussi, hein. Elles ont pour certaines créé des fonds dédiés pour expérimenter des projets de développement à vocation économique et sociale, ou économique, environnementale et sociale. Il y en a un qui s'appelle Rassembleur d'énergie chez Engie. Il y en a un autre chez Schneider sur la formation dans le domaine de l'électricité dans le monde entier. Il y en a dans quelques grandes boîtes comme ça, chez Veolia sur l'accès à l'eau, la lutte contre l'insalubrité, etc. etc. Alors, pourquoi existe? Là, je ne peux pas répondre. Je vais laisser Christelle le faire. Quel financement dédié aux projets innovants portés par des ONG? Bah, même chose, là vous pouvez, il y a soit collectivités territoriales, soit bailleurs multilatéraux, soit grandes entreprises en direct ou entreprises moyennes en direct. Mais il faut, en fait, quand ce n'est pas dans un fonds identifié, ça nécessite quand même un peu de temps de sensibilisation. Moi, j'ai toujours un parti pris qui est de dire, selon les sujets, il peut être utile de sortir du bilatéral une ONG, une entreprise et d'essayer d'aller en groupe pour à la fois limiter les risques financiers et de ressources, et puis aussi pour avoir des projets qui ont plus de consistance et qui vont intéresser du coup les bailleurs après multilatéraux.
Donc, quand je dis en groupe, ce n'est pas forcément 4 ONG qui font du développement de l'énergie. C'est plutôt une ONG qui fait du développement de l'énergie, une autre qui réfléchit sur l'énergie et l'eau potable, une autre qui réfléchit sur l'énergie et le développement économique, etc. Et du coup, d'avoir des coalitions qui se structurent et qui rendent les projets beaucoup plus consistants. Quel est le niveau de budget potentiel? Alors là, c'est totalement aléatoire. Il n'y a pas de règle en fait, hein. Le budget potentiel d'une entreprise va dépendre du niveau d'opportunité qu'elle va voir. En général, les entreprises ont tendance à sous-financer ou vouloir sous-évaluer les compétences et les moyens nécessaires pour développer des projets. Ça fait partie du travail de pédagogie et de sensibilisation que Coexiste et que chaque ONG doit faire auprès des entreprises. Le travail des ONG n'est pas gratuit, même s'il est d'intérêt général. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent. Dans l'autre sens, les entreprises n'ont pas forcément des moyens illimités ou quand elles ont des moyens à mettre à disposition, il faut les justifier, faut justifier qu'on les mobilise. Donc, on est obligé d'aller dans des réflexions sur des modèles économiques, des budgets de projet, des résultats qui vont justifier la dépense ou la mobilisation de ressources. Donc, même si c'est pour dépenser 10 000 euros, moi j'ai vu des grands groupes qui chipotaient pour 10 000 euros de mécénat pour une ONG de développement et d'autres qui considéraient qu'en dessous de 100 000, en fait, un projet n'était pas intéressant. Donc, vraiment, c'est totalement hétérogène. Question 6, comment faire co-construire la solution technique puisse être financée? Ça, je ne sais pas vous répondre. Je ne suis pas suffisamment spécialiste pour vous donner une réponse. Là, je préfère qu'on la mette de côté, qu'on vous y réponde peut-être en se renseignant auprès d'eux et peut-être avec Coexiste. Il y a une question en ligne. Avez-vous des retours d'expérience sur le financement participatif ONG entreprise? J'en ai un, mais qui m'a été fourni par un des membres de Coexiste, qui était à Annemasse, qui est cordonnier et qui a réalisé lui-même 2 fois des financements participatifs auprès des clients du supermarché dans lequel il a sa cordonnerie pour financer de la production de fruits secs et puis de jus au Bénin et au Mali, si je ne m'abuse. Ça a très très bien marché. Il a réussi à lever quand même à chaque fois entre 30 et 60 000 euros, hein, donc c'est pas neutre. Et il avait l'appui de l'entreprise qui fabriquait les machines en question. Voilà, donc ça c'est le seul retour d'expérience. J'ai pas d'autres expériences vécues ou observées de financement d'un partenariat en fait. J'ai déjà vu du financement de projet d'Assos, mais jamais de financement de partenariat en mode participatif. Peut-être le dernier point, les entreprises envisagent-elles d'inclure la fin? Ça dépend. Ça, c'est à vous de le définir avec les entreprises. En tout cas, ça peut être une recommandation de qualité de pérennisation du projet. Quelles sont les bonnes pratiques pour éviter que la collaboration ne rende pas la communauté dépendante? La bonne pratique, c'est toujours quand on a des projets qui ont une logique de marché, avec des clients derrière ou qu'on se raccroche à des marchés, c'est de créer les conditions d'autonomie du client principal. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure sur Danone et SOS Sahel sur le projet Acacia. C'est dès le démarrage, prévoir, et AgriSud fait la même chose avec ses bénéficiaires, prévoir que les revenus d'un projet ou les bénéfices apportés par un service ne vont pas créer justement une trop grande dépendance, parce que si le service, et qu'il faut prévoir d'ailleurs la maintenance du service en question, donc ça c'est vraiment des checklists, questions clés dès le départ à poser aux communautés, aux partenaires pour que le design du projet l'intègre. Comment concilier innovation technique durable?
création économique locale et développement d'un réseau de bailleurs potentiels. Comment faire en sorte que les bénéficiaires s'approprient ce soutien? Oh là là, alors c'est des questions qui sont presque politiques quand on prend un peu de recul. Là, je ne sais pas répondre en une minute à cette question-là. Je peux faire un commentaire, c'est que un projet qui dure pendant des années, en fait, à l'exception des projets purement financés par l'argent public, et donc qui répondent à des besoins où il n'y a pas de marché, un projet qui dure, il doit d'une manière ou d'une autre se raccrocher à un bout de marché. Ça ne veut pas dire que les projets financés par le public ne sont pas utiles, au contraire, mais par contre, pour concilier l'ensemble de ces éléments, je pense qu'il faut réfléchir avec une logique de marché, qui n'est pas forcément une logique d'ailleurs de marché au sens où on a une grosse rentabilité, etc. Ça peut être à rentabilité ou à bénéfice très équilibré, voire une forme de neutralité. Mais si je paraphrasais Mohamed Younous, il dit, quand il définit ce qu'est le business social pour lutter contre la pauvreté, il dit mais il faut que les personnes à faible revenu créent des entreprises, soient partie prenante d'entreprises et que ces entreprises soient très performantes. Pourquoi? Parce que plus elles sont performantes, plus elles redistribuent de la valeur sociale, environnementale et autres, et que du coup tout le monde est content. Donc je pense que sans donner une réponse, c'est plutôt pour dire, pour que les bénéficiaires s'approprient la solution, il faut qu'eux aussi, ils rentrent dans cette idée de l'intérêt bien compris et des valeurs communes. Voilà. Merci beaucoup, Jérôme, pour toutes ces premières réponses. En tout cas, tu as réussi l'exercice de répondre à la majorité des questions posées. Donc, merci beaucoup. On va passer, alors, comme je le disais par écrit, Alice, normalement, vous a débloqué, vous a donné accès à vos micros. Du coup, je vois déjà une main levée. Donc, je vous propose ce système-là de lever la main lorsque vous souhaitez poser une question, continuer ou alors apporter quelques précisions sur ce qui a été dit jusque-là. Donc, je vois une première main levée. Donc, Gaëlle de Connected, je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Donc, oui, je suis Gaëlle Mogli. Vous m'entendez? Oui. Oui, donc je suis la fondatrice de Connected, le réseau de solidarité internationale. On est basé à la Cité de la Solidarité internationale à côté de Coexiste. Juste pour vous expliquer, nous, en fait, tout à l'heure, vous parliez de financement participatif. Et nous, on est à la fois un réseau social humanitaire et une plateforme de financement participatif pour les ONG, où 100% des dons va aux ONG. Donc là, j'ai deux questions à vous poser. La première, c'est, vous avez déjà un petit peu répondu, c'est ne pensez-vous pas que sensibiliser les entreprises, non pas à une action d'une ONG, mais de le faire de façon collective et de proposer de nombreuses ONG, de nombreuses causes diverses reliées aux objectifs de développement durable, ça laisse le choix et finalement, est-ce que c'est pas quelque chose de plus, qui marche mieux? Et ma deuxième question, c'était que pensez-vous pour créer le système de matching fund, c'est-à-dire de jumelage de dons, où les entreprises proposent de matcher le don soit de leurs employés, soit de clients. Est-ce que c'est quelque chose qui, en France, en Suisse, est quelque chose d'intéressant pour les entreprises? Voilà, merci. Alors, peut-être juste pour ne pas faire trop long, mais sur la partie regroupement, coalition, comme je le disais, moi je suis assez intellectuellement et pratiquement pour le développement de ce type de collaboration multi-acteurs. En revanche, ça apporte des complexités supplémentaires en termes de mise en œuvre, parce que évidemment, plus on est de fou, plus on rit. Donc, plus de négociations, plus de temps pour se comprendre, plus de temps pour faire converger les intérêts, etc. Donc, ce n'est pas toujours simple, mais on imagine
que ça devrait être, d'un point de vue théorique et pratique, plus efficace, notamment pour rendre service aux personnes qui vont recevoir les projets. Après, sur les questions de matching, honnêtement, je ne suis pas un spécialiste, donc je ne saurais pas répondre à votre question. Peut-être que je suis une entreprise, en fait, le fait d'observer ou d'être sollicité pour financer des projets est toujours une question qui va, au final, arriver à savoir qu'est-ce que j'en tire. Donc, la réponse à j'ai envie de financer, où on a des trucs qui fonctionnent bien et on veut faire du matching, va toujours arriver à cet aboutissement-là. Donc, je ne sais pas si c'est plus efficace, moins efficace. J'avoue, je ne sais pas répondre précisément à votre question. La seule chose, c'est que si, encore une fois, je suis quelqu'un qui reçoit la proposition de projet, j'ai l'impression, mais peut-être je ne suis pas bien placé, mais j'ai l'impression que c'est toujours un petit peu limitant quand on dit aux entreprises ah, bah, tenez, il y a ça qui pourrait correspondre, est-ce que ça vous intéresse de donner de l'argent? Voilà, je trouve ça un petit peu limité dans le cadre de la discussion qu'on a sur les partenariats, pas dans le cadre d'une discussion plus large sur le financement des projets d'intérêt général. Merci beaucoup. Merci Gaël et Jérôme. Donc Vincent Renaud à la main levée. Je te laisse la parole, Vincent. Activé. Vous m'entendez? Oui, très bien, merci. Ah oui, parce que j'ai salué avant, mais j'ai l'impression que le micro n'était pas branché. Donc Vincent Renaud, Beno Énergie, merci pour les échanges qui sont très intéressants. Ouais, j'ai une question. Nous, on travaille sur l'énergie, sur l'appui à l'entrepreneuriat. Et de manière pas du tout agressive, on se pose quand même la question parfois de la concurrence déloyale des ONG qui font des choses utiles, qui sont très subventionnées ou intégralement subventionnées. Et je pense à l'accès à l'énergie ou l'accès aux équipements pour les entrepreneurs, qui sont des sujets qu'on aborde. Alors, on collabore avec des ONG, donc on n'est pas du tout, mais on se pose quand même la question parfois s'il n'y a pas un peu un effet de concurrence déloyale, et si vous avez éventuellement, vous, des choses là-dessus, d'ONG qui interviennent et qui subventionnent énormément et qui empêchent l'émergence de sociétés, non seulement de sociétés françaises qui voudraient intervenir sur le même marché, mais de sociétés locales qui voudraient se positionner, mais qui ne peuvent pas du fait de la concurrence des ONG. Je ne sais pas si ma question est claire, mais en tout cas, il y a un sujet là qui, je ne sais pas si vous avez quelque chose à en dire. C'est une question très pertinente, hein. Après, la question corollaire à votre question, c'est à quel point un marché est suffisamment mature pour accueillir des projets. En fait, le fait qu'il y ait déjà une concurrence observée entre des projets montre que le marché commence à acquérir une maturité. Mais peut-être qu'il y a 10 ans, la question n'aurait même pas été pertinente parce qu'il n'y avait pas de conditions possibles pour exercer une activité économique proprement dite et qu'il faut subventionner parfois de l'accès à l'énergie, de l'accès aux technologies, de l'accès à l'eau, etc. Parce que c'est le seul moyen de mettre de l'eau dans la pompe. Je pense que l'effet de concurrence, il arrive effectivement quand on a des marchés qui commencent à se structurer et qu'on observe que des opportunités éventuelles pourraient être agrippées par des projets économiques traditionnels. Là, j'ai presque envie de vous dire que je n'ai pas l'impression que le microcrédit est fait, alors qu'il a été largement subventionné au départ, même si c'est beaucoup privatisé après. Je n'ai pas l'impression que le microcrédit est fait de l'ombre aux banques traditionnelles. La question, c'est toujours de savoir dans quel segment de population, avec quel niveau de moyens et du coup, quel est le marché auquel on s'attaque. Il peut y avoir des effets de bord, c'est une évidence, mais en réalité, c'est presque pour ça que le social business a été conceptualisé en théorie. En fait, c'était pour apporter
cette phase transitoire entre des projets uniquement subventionnés avec peu de pérennité et des coûts pour la collectivité publique récurrents, et des projets et des projets économiques traditionnels, et que le social business pouvait lui-même finalement, dans sa définition théorique, encore une fois, c'est de dire zéro loss mais zéro profit. Donc ça veut dire que l'ensemble des profits sont réinvestis dans les projets pour créer toujours plus d'accès, plus de répartition de valeur, quelle qu'elle soit. Donc, moi, j'aurais tendance à pousser dans dans les questions comme ça, à pousser le curseur et à dans 5 ans, est-ce que les conditions sont réunies pour que les ONG puissent éventuellement soit se refocaliser sur des populations qui, elles, n'auront jamais la possibilité d'accéder au marché. En fait, et ces recompositions, elles peuvent se faire en discutant avec les ONG en question, puisque certaines vous travaillez avec. Il y a un réel effet pour certaines ONG aussi, notamment dans le domaine de l'accès à l'énergie, de créer des modèles économiques. Donc, en fait, de créer les conditions pour que plus tard, éventuellement, les projets switch, mais switch, j'allais dire d'opérateur, mais en même temps, pour une ONG, de se dire j'investis autant de temps, de ressources pour avoir un modèle économique qui coûte le moins cher possible, etc. Si une entreprise demain prend la main, est-ce qu'elle ne va pas augmenter les tarifs? Est-ce qu'elle va garantir la maintenance du service, etc., etc. Donc, c'est des discussions à avoir avec les acteurs locaux, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est un sujet qui est prégnant, et pas que dans le domaine de l'énergie d'ailleurs, dans le domaine des nouvelles technologies, dans les domaines bancaires aujourd'hui, assurantiels et d'autres, c'est aussi le cas, quand les marchés commencent à arriver à maturité. Oui, c'est pour ça, moi, au-delà de la question, sur un groupe comme celui qu'il y a là, ça m'intéresse s'il y a des retours d'expérience et des échanges, parce que, en tout cas, personne, on prétend pas, nous, à avoir la science infuse. Et l'autre sujet sur lequel moi je suis intéressé par ce qui peut se dire dans ce groupe en termes de retour d'expérience et d'initiative, c'est sur l'innovation. Parce que la collaboration, les entreprises peuvent toucher de l'argent public sur l'innovation, et il peut y avoir là un secteur de collaboration ONG entreprise intéressant, où tout le monde, voilà, on partage ensemble des demandes de financement public. Et là, c'est pareil, les retours d'expérience, je suis preneur de retours d'expérience sur cette dynamique-là. Bah, peut-être juste sur l'innovation, parce que ça rejoint une des questions en marge sur la propriété intellectuelle. En fait, souvent, l'aide à l'innovation, c'est associé à derrière du dépôt de brevets, des éléments de valorisation, on va dire, tangibles pour les entreprises. Et c'est vrai que les associations peuvent innover, mais ne sont pas sont pas des grandes structures en termes de volume de dépôt de brevets. Et du coup, cette question entre innovation, propriété intellectuelle peut être effectivement un bon sujet, parce que l'innovation, elle n'est pas toujours technologique, et c'est ça qui est malheureusement rarement reconnu dans l'innovation sociale. C'est qu'en fait, on peut imaginer des nouveaux modèles de distribution, des nouvelles choses, mais ça tombe rarement dans le champ de définition de ce qu'on appelle l'innovation d'un point de vue technique, technologique, au sens de l'INPI, quoi. Et c'est vrai que tout un tas d'ONG sont hyper légitimes à aborder ce sujet-là, parce qu'elles sont composées de gens, ingénieurs ou pas d'ailleurs, mais qui inventent des choses. Sauf que ces inventions de nouvelles méthodes, de nouveaux moyens, en fait, sont en général pas du tout valorisées au point où elles pourraient l'être. Merci Jérôme. Sur ce sujet-là, il y a Thierry Siari d'Agua para la Vida qui souhaiterait prendre la parole aussi. Oui, allô, vous m'entendez? On vous entend de loin, mais on vous entend. Ok, excusez-moi. Bonjour, Thierry Siari, je représente une ONG qui s'appelle Agua para la Vida, oui, qui agit dans la conception et la création de réseaux d'eau potable au Nicaragua. L'ONG a développé une technologie avec un logiciel de conception vraiment adapté au système mis en place sur place.
et cherche en fait des partenariats de recherche et développement pour diffuser aux acteurs de la place son logiciel. Alors, c'est vrai que la question, c'est comment identifier les compétences dans ce microcosme qu'est la conception et le conseil de logiciels aux acteurs, alors qui peuvent être des acteurs de terrain, des acteurs prescripteurs, des acteurs de bureaux d'études. Beaucoup de mal à identifier les compétences et puis à identifier, oui, ce qui seraient les partenariats, enfin les intérêts du partenariat en termes de développement. Est-ce que vous avez des réponses, des orientations, des conseils à me donner là-dessus? Des réponses, non. En revanche, je pense que c'est la raison pour laquelle Coexist a été mis en œuvre et commence à se développer. En fait, c'est pour tenter d'apporter ce genre de réponse et justement de vous permettre d'identifier notamment, je ne sais pas si Christelle veut parler après de la plateforme et tout ça, mais sur les recommandations qui ont été faites en début d'année, il y a un certain nombre d'outils qui sont en cours de développement et qui permettront en fait aux acteurs qui souhaitent se rencontrer, éventuellement de faciliter le travail sur l'identification de compétences, d'expertise, de lieux, d'activités et de projets. Donc, je n'ai pas de réponse toute faite à vous donner, mais par contre, l'enjeu, c'est pas pour vous, mais pour les gens qui soutiennent les partenariats, de multiplier les occasions que vous puissiez rencontrer des gens qui éventuellement satisferaient à votre recherche. Donc, de créer des outils qui n'existent pas vraiment aujourd'hui et de créer des occasions pour vous d'interagir ou d'observer des pratiques qui pourraient vous intéresser, vous inspirer ou vous pourriez reproduire. Oui, si je peux apporter effectivement un petit point là-dessus, on est effectivement en train de développer une plateforme de matching entre ONG et entreprises où le matching, enfin, la correspondance, on va dire, se ferait sur justement l'échange d'expertise, donc identifier la bonne expertise complémentaire pour son projet, qu'on soit une ONG ou une entreprise, identifier la bonne zone d'intervention du projet, donc le partenaire qui intervient également sur la zone où on souhaite développer son projet. Voilà, tout un tas de critères qui permettront d'identifier au mieux le bon partenaire, en tout cas un partenaire potentiel, et puis ou quelques partenaires potentiels, et puis ensuite d'établir un premier contact et d'aller plus loin du coup dans la qualification et l'identification de si oui ou non c'est bien le bon partenaire. Voilà. Donc l'idée de cette plateforme, c'est effectivement de faciliter cette identification et cette mise en relation avec de potentiels partenaires ONG entreprises. Et voilà, on espère cette plateforme développer d'ici début d'année prochaine. Donc pour ça, je vous invite dans tous les cas à vous inscrire à notre newsletter où tous les mois, on annonce l'avancement des différents outils, dont la plateforme, mais aussi le parcours de formation qu'on est en train de développer avec Jérôme pour monter en compétence sur les partenariats ONG entreprises. Juste pour terminer sur ce sujet un peu finalement de matching et d'appel à partenaires, je vois que Christophe Bron dans le chat a précisé qu'il souhaiterait être mis en relation avec Gaël Mougli. Donc Christophe, je vous propose de tout simplement mettre votre mail dans la zone de conversation, comme ça Gaël pourra directement prendre votre mail ou Gaël inversement mettre votre mail pour que Christophe puisse vous contacter. Puis dans tous les cas, suite au webinaire, sinon je peux vous mettre en contact, ça il n'y a pas de souci. Il y avait aussi une question de Paul Coury où on n'a pas eu le temps d'y revenir parce que c'était une question très spécifique, qui demandait également, alors pour le citer, nous avons un projet précis dans le domaine de l'accès à l'énergie pour une coopérative agricole au Bénin et il souhaiterait identifier une ou deux ONG qui pourraient participer dans ce projet. Alors je ne sais pas si Paul Coury est toujours avec nous. Si oui, je lui laisse la parole. Non. Je crois que Paul Coury nous a quittés. Donc, en tout cas, pour des ONG voilà, qui souhaiteraient être mises en connexion avec Paul Coury, c'est pareil, vous pouvez m'envoyer un petit mail pour que je puisse faire la mise en relation.
On va terminer cette session de webinaire. Voilà, on a un petit peu dépassé, mais c'est normal avec le nombre de questions qui sont posées. On va laisser la dernière question à Natacha de l'AFDI, qui a levé la main là, depuis un petit bout de temps. Donc, Natacha, on vous laisse l'honneur de la dernière question. Bonjour, oui, moi c'est Natacha Conmartin, je suis à l'AFDI Auvergne-Rhône-Alpes. On accompagne les opérations des organisations paysannes au sud pour promouvoir l'agriculture familiale. Et donc moi j'avais une question par rapport aux outils dont vous en parliez tout à l'heure. Mais dans le contexte de la crise sanitaire, il y a moins d'échanges physiques, etc. Et est-ce que vous avez des outils plus digitaux pour justement en fait favoriser la communication? Donc il y a Zoom, etc. Mais est-ce qu'il y a des outils de partage par rapport à des partages de documents ou voilà, pour faciliter en fait cette communication et cette compréhension et d'échange de valeurs et d'intérêts? Merci. À ma connaissance, alors je vais laisser peut-être Christelle répondre aussi, mais alors, à ma connaissance, non. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas expérimenté de choses différentes de ce qu'on fait aujourd'hui depuis le début de la crise sanitaire. On a ces formats de webinaires qui tentent de pallier un peu le manque de rencontres réelles. Hein, mais sinon, les outils sont en cours pour les outils d'échange d'expérience ou d'échange tout court d'informations, ils sont en cours de développement au sein de Coexist, comme le précisait Christelle. Moi, j'en ai pas vu beaucoup d'autres. Je vois beaucoup de choses passer sur LinkedIn. En fait, en général, ça invite à des conférences comme celle qu'on fait ce matin ou des échanges un peu plus peut-être en plus petit comité. Mais c'est vrai que je n'ai pas vu de choses particulièrement innovantes. En même temps, je ne suis pas forcément le mieux placé sur la question des outils d'échange et de partage. Voilà. Oui, effectivement, je te rejoins Jérôme, on utilise beaucoup Zoom, on utilise beaucoup les Drive pour les partages de documents. Après, pour les partages d'expériences, pour monter un peu en compétence sur ce sujet-là, en tout cas, ou s'inspirer, nous, on a aussi au sein de la Cité de la Solidarité Internationale ce qu'on appelle une médiathèque, où vous pouvez du coup avoir accès à tous les replays qu'on a sur notre chaîne YouTube de la Cité de la Solidarité Internationale. On fait un certain nombre de webinaires, on anime un certain nombre de webinaires depuis maintenant le début du confinement, donc depuis avril-mai 2019, qui ont pour vocation justement ce partage d'expériences et de répondre à certaines questions, en particulier sur les partenariats ONG entreprises. Donc, je vous invite à aller voir les différents webinaires qu'on a pu animer, notamment la mise en valeur d'expériences très concrètes de témoignages, par exemple celle d'Électriciens sans frontières et Oshun, ou encore d'Hydraulique sans frontières et Grundfos, et l'entreprise Grundfos, qui permettront peut-être d'avoir d'autres retours d'expérience là-dessus. Et pour ce qui est de tout ce qui est écrit, sur notre site internet, sur la page Coexist en particulier, on a un onglet qui s'appelle Capitalisation et outils, pour lequel vous pouvez retrouver non seulement des éléments d'études réalisés par la Cité de la Solidarité Internationale, mais également par d'autres acteurs qui ont travaillé sur ce sujet des partenariats ONG entreprises, comme Coordination Sud, comme d'autres acteurs, l'Oramo, etc. Donc, je vous invite à jeter un coup d'œil là-dessus. Et puis, nous, dans tous les cas, on vous tient informé. Il vous suffit de vous inscrire sur notre newsletter ou de nous suivre sur LinkedIn pour être informé des prochains webinaires qui seront animés. Je profite, je pense qu'on va mettre fin à cette session de webinaire et je profite du coup de parler de ça pour vous annoncer le prochain webinaire qui sera le 4 décembre avec cette fois-ci, l'objectif, c'est le témoignage d'un binôme ONG entreprise qui a mis en œuvre un partenariat et ce sera AVSF et Ethicab qui seront à l'honneur de ce webinaire. C'est un webinaire développé en partenariat avec DG Police Vallée, donc sur la thématique de la construction des filières agricoles et de la structuration des filières agricoles. Je remercie encore une fois Jérôme et tous les participants pour avoir fait de ce webinaire un format très concret, très pragmatique sur la base de vos questions et de vos questions de terrain.
Donc, merci encore pour votre participation. Nous vous tiendrons également informés grâce, voilà, si vous nous suivez encore une fois sur notre newsletter ou sur LinkedIn, de la mise en ligne de notre replay de ce webinaire, si vous n'avez pas pu suivre l'ensemble du webinaire ou si vous souhaitez le partager. Et puis, le fait de nous suivre aussi via LinkedIn et la newsletter, ça vous permettra d'être informés de quand les formations seront disponibles, puisqu'on a vu que pas mal de questions notamment sur les financements, sur les aspects juridiques, étaient très techniques et nécessitaient voilà, une journée peut-être de formation spécifique sur les partenariats ONG entreprises. Donc, ça vous permettra d'être informé de la sortie de ces formations. On espère aussi disponible dès début d'année 2021. Donc, restez connectés. Je vous remercie encore pour votre participation, pour l'exercice compliqué qu'a dû réaliser Jérôme et qu'il a réalisé avec brio aujourd'hui. Et puis, on reste connecté pour la suite des événements sur l'incubateur Coexiste orchestré par la Cité de la Solidarité Internationale. Merci encore à tous et à très bientôt. Au revoir et bonne journée.